J'invite M. Mostafa Zarouali à prononcer donc une allocution sur les mécanismes pour créer des ponts entre les startups et la fintech. Vous avez 15 minutes. Allez-y. Vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Je m'appelle Zarouali Mostafa, je suis un consultant et expert en finance et banque. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler un petit peu des mécanismes de bridging du monde de la théorie et du monde de la pratique de la finance. Donc, permettez-moi un petit peu de vous expliquer tous les mécanismes, toutes les passerelles un petit peu et vous les amplifier, essayer de vous les simplifier et afin que vous puissiez vous les approprier et les utiliser dans des éventuels projets de développement de fintech. En fait, dans la vie, il faut savoir qu'on a deux choses qu'on peut transmettre et donner aux autres sans que ça nous diminue. Il y a la lumière et puis il y a le savoir. Donc, dans le mécanisme de transmission de la lumière et du savoir, en fait, on est en train de développer et de faire bénéficier tout le monde, le transmetteur, le récepteur et celui qui observe le processus de transmission. Télécommande, là c'est bon. D'accord, ok. Cependant, comme vous pouvez le noter, dans cette vie aussi, il y a d'autres mécanismes qui essayent d'interférer un petit peu dans les mécanismes de transmission pour les déformer, pour faire obstruction ou pour en tirer profit. Mais de l'autre côté, faire obstruction pourrait aussi signifier faire plus de lumière sur les concepts. Et le deuxième, les déformer ou déformer leur interprétation pourrait également être interprété comme étant clarifier les mécanismes de leur interprétation. Et le troisième point, en tirer profit, ça, c'est un petit peu le but et l'objectif des gens qui développent des entreprises. C'est le premier facteur et la première motivation qui pousse les gens à entreprendre, notamment dans le monde des fintech. Et du coup, on se rend compte que quand on est sur la lumière et le savoir, on peut faire bénéficier tout le monde. Les fintech combinent deux concepts. Il y a d'abord le concept technologique et ensuite le concept financier. Le mot technologie provient du mot technique. D'abord, c'est un terme grec qui signifie un petit peu l'art ou le perfectionnement. Et on peut le retrouver également dans la langue arabe. En plus c'est d'origine araméenne et ça signifie techni. Techni, ça veut dire le perfectionnement. Et ensuite, le mot a évolué. On a constitué toute une science qui s'appelle les technologies et qui est chargée un petit peu d'étudier tous les process de perfectionnement et de l'art. Ensuite, il y a le monde des finances. Le monde des finances, c'est tout ce qui touche un petit peu au processus de paiement ou bien au processus de gestion de la monnaie. Donc, vous pouvez un petit peu noter que la finance n'est pas que la banque et la finance n'est pas que le ministère des Finances. La finance, c'est tout un écosystème qui est composé notamment du système bancaire, la bourse, et puis il y a les assurances, et puis il y a toutes les administrations avec leur démembrement financier, ce qu'on appelle les finances publiques. Actuellement, le terme financier est associé à tous les aspects de la vie, les activités, les opérations, les processus et les outils, les instruments et les personnes, les établissements et les institutions, ainsi que les entreprises qui font appel et qui touchent à la monnaie et au paiement. En langue arabe, le mot c'est el-mal.
Le système financier, c'est l'ensemble des institutions. Je pourrais avoir un micro, s'il vous plaît? Le système financier, c'est l'ensemble des institutions, des règles et des agents organisés et coordonnés pour fonctionner et faire fonctionner la finance d'un pays, d'une nation ou d'un groupe politique ou économique multilatéral. Il pourrait également signifier un ensemble d'institutions, de règles ou d'agents. Vous arrivez à voir? D'agents ayant des relations directes ou indirectes importantes les uns pour le fonctionnement des autres dans le domaine financier. Le terme finance signifie toujours la manipulation des ressources financières sans distinction des acteurs ni des domaines qui en font usage ou appel. Vous pouvez noter les nouveaux termes qui commencent à émerger depuis une vingtaine d'années. La financiarisation, open finance, la finance décentralisée, la finance des marchés, la finance islamique, la finance verte et la finance publique. Chacun de ces concepts renvoie à une perception, à une conception du monde de la finance. Le système financier à ne pas mélanger avec le système monétaire. Le système monétaire, c'est l'ensemble des institutions, des règles, des agents organisés et coordonnés pour faire fonctionner la politique en tant que politique économique d'un pays, d'une nation ou d'un groupe politique et économique multilatéral sur son côté monétaire. Il pourrait également signifier un ensemble d'institutions, de règles et d'agents ayant des relations directes ou indirectes importantes les uns pour le fonctionnement des autres, dans le domaine de la politique monétaire aussi. Et comme vous pouvez aussi le noter, il y a de nouveaux concepts qui émergent dans le monde et qui portent sur la monnaie digitale, ce qu'on appelle les digital currency. On retrouve deux catégories. Il y a la catégorie qui est centralisée et il y a la catégorie qui est décentralisée. La catégorie centralisée, c'est celle qui est émise par les banques centrales, c'est-à-dire il y a une transformation de la monnaie ordinaire que l'on connaît tous en une monnaie totalement digitalisée. Et puis, il y a la monnaie qui est décentralisée et c'est une monnaie qui est un petit peu émise de façon sauvage, c'est-à-dire elle est émise par des opérateurs spécialisés dans la crypto, dont certains pays ont réagi et d'autres non. Et c'est ce qu'on entend souvent parler de Bitcoin. Enfin, on a le système bancaire qui fournit l'essentiel des activités des fintech et qui est l'ensemble des institutions, des agents, des personnes qui font fonctionner le marché bancaire d'un système financier, d'un pays, d'une nation, d'un groupe économique ou financier multilatéral. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous pouvez trouver un petit peu des banques privées, des banques publiques, des banques centrales et des banques multilatérales. On trouve par exemple, quand on parle de banque africaine de développement, c'est une banque multilatérale. Quand on parle de banque mondiale, c'est une banque multilatérale. Et du coup, on a différents niveaux de définition de ces banques. Le secteur financier en Algérie, c'est l'ensemble des agents qu'on peut citer ici. On a le ministère des Finances, on a le Trésor public, on a la Banque centrale, les banques commerciales, les établissements financiers spécialisés, les assurances, les réassurances, assurances et réassurances, on a la bourse, on a les institutions financières internationales et enfin, on a les fintech en perspective. On ne les a pas encore chez nous, mais elles commencent à se développer, même si c'est toujours au stade de projet. Comme vous pouvez le noter, le trésor public, c'est un petit peu le banquier de l'État. Les assurances et les caisses sont des investisseurs considérés comme des investisseurs institutionnels. Il y a la bourse d'Alger,
qui est constitué de deux volets, tels que l'avait expliqué notre cher ami Yazid Belmouhou. Il y a la société de gestion de la bourse en elle-même en tant que société, et puis il y a l'autorité, qui est la COSOB, et puis il y a la Banque d'Algérie, qui est la banque centrale, ou l'autorité monétaire, également, qui supervise tout le système bancaire, qui est également au cœur du système financier. Il y a les banques commerciales, privées, publiques et mixtes. Et en perspective, il y a une nouvelle loi qui est dans le pipe, probablement, on va voir émerger des providers pour les services de paiement. En fait, les capitaux pour les fintech, on les trouve comme pour toutes les entreprises, on les trouve sur les marchés de capitaux. Et sur les marchés des capitaux, on a deux types de marchés. On a les marchés financiers qui sont spécialisés dans le financement à long terme, et puis on a le marché monétaire qui est spécialisé dans les financements à court terme. Comme vous pouvez le noter aussi, on a noté les sources de financement qui sont utilisées ailleurs dans le monde et qui ne se sont pas encore développées chez nous et qui vont probablement se développer si les fintech, elles se développent et si les startups aussi, elles se développent. On a les venture capital, on a les private equities, on a le crowdfunding, on a les business angels, on a les capital risk, et puis on a les levées de fonds, c'est-à-dire c'est le concept qu'on utilise quand on parle de financement de start-up. C'est-à-dire c'est un état d'esprit et c'est une attitude que les start-up utilisent pour un petit peu aller chercher des financements. En fait, dans notre pays, on est passé par trois phases principales. Il y a la phase de 1990 à 2003, et puis la deuxième phase de 2003 à 2019, où nous avons un petit peu fait des réformes sensibles et significatives dans le monde du système financier, qui touche au système financier. Et à chacune des étapes, elle est caractérisée par un certain nombre de points que j'ai détaillés ici, que vous pouvez retrouver si vous voulez demander après la présentation. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. La situation actuelle, on a une nouvelle modification de la loi sur la monnaie et le crédit qui est dans le pipe du gouvernement actuel. Le statut de l'auto-entrepreneur est promulgué et le cadre général des startups est élaboré et mis en application. Donc on a trois premiers produits destinés aux startups et qui permettront probablement l'émergence des fintech demain. Le système financier algérien actuel peut être décrit par les principales caractéristiques suivantes. On a une diversification remarquable en termes de nombre d'opérateurs. On a également une diversification remarquable en termes de type de capitaux. On a les capitaux privés, les capitaux publics, les capitaux nationaux et les capitaux étrangers. On peut les retrouver de façon distincte et séparée, comme on peut les trouver liés. Par exemple, la Banque Al Baraka, c'est des capitaux un petit peu privés étrangers et des capitaux publics nationaux. On sait que les banques et les établissements financiers sont supervisés par la Banque d'Algérie. Le marché est dominé par les opérateurs publics en termes de volume et les opérateurs privés ont une toute petite part de marché. On a la couverture des réseaux financiers, n'est toujours pas aux normes internationales en termes de nombre, de structures pour le public. Les opérateurs financiers anciens ne sont toujours pas des acteurs de la digitalisation. On continue toujours à essayer de se développer, de se moderniser, mais on n'est pas encore vraiment des acteurs majeurs de la digitalisation au niveau des systèmes bancaires et financiers. Le système bancaire et financier comprend des acteurs publics, privés, nationaux et étrangers, classiques et islamiques et mixtes. On peut trouver les deux. On a des banques islamiques à 100%, on a des banques publiques qui ont des guichets de finances islamiques et on a des banques classiques. Il y a des modifications de cadre juridique qui sont en cours pour intégrer les nouvelles réalités financières et technologiques internationales. Dans les déclarations de Monsieur le Président de la République, il a clairement signifié et donné l'ordre de se positionner et de regarder le monde de façon pragmatique. Et du coup, il a exprimer une volonté de digitaliser l'économie nationale. Ça, c'est la première un petit peu orientation stratégique. Monsieur Zarouali, il vous reste 5 minutes. D'accord. La deuxième orientation stratégique de Monsieur le Président de la République, c'est un petit peu d'encourager les investissements.
Donc, et ces deux concepts vont permettre probablement, et vont aider, et vont pousser les startups en général, et puis les fintech en particulier, à se développer rapidement. Les technologies remettent les compteurs à zéro dans le domaine financier pour tous les pays du monde. Donc le gap qui sépare les pays développés et les pays moins développés s'est resserré grâce à l'émergence de la technologie. Aujourd'hui, on entend parler d'inclusion financière en Algérie comme aux États-Unis. Imaginez. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie d'inclusion financière aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup d'exclusion financière à cause de la rapide évolution de la technologie à laquelle les citoyens américains ne sont pas préparés. Donc on a cet avantage du dernier arrivé et de cette volatilité de la technologie, et du coup on peut se positionner rapidement. Pour les gens qui sont intéressés par le développement et pour bridger une fintech, ils doivent consulter d'abord le cadre juridique national. Je viens de lister quelques sources, ou les sources les plus importantes, mais je tiens aussi à préciser que l'absence de la régulation est un pain béni, c'est-à-dire est une aubaine. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de loi que c'est interdit, ce n'est pas interdit. C'est aux autorités de s'adapter à la réalité et de promulguer des règles. Donc, tous les start-upers ou tous les gens qui veulent développer des fintech, quelque chose qui n'est pas prescrit par la loi, ou dont la régulation n'existe pas, peut être développée et mise sur le marché. Même si les gens expriment des réticences, mais vous pouvez le faire, jusqu'à ce que la loi s'adapte et promulgue des textes. Aussi, je voudrais aussi attirer l'attention des gens qui veulent développer des fintech, qu'il y a des opérateurs qui ne sont pas du domaine financier à 100%, ni bancaire à 100%, ni technologique à 100%. Ils sont à mi-chemin. Et du coup, ils peuvent utiliser ce genre d'entité hybride et d'existence pour pouvoir bridger des domaines avec des idées et des technologies nouvelles pour pouvoir un petit peu se positionner. Les fintech est une organisation qu'on peut schématiser comme suit. On a une finance plus les technologies, ça donne des fintech. On a les finances, c'est des produits, des services, plus des problématiques pour un start-upper. Donc c'est ça, c'est un petit peu une gamme de produits, une gamme de services, et puis des problématiques, des soucis au quotidien. Et les technologies, c'est des produits et des services et des solutions imaginées. Et quand on relie les deux, on a une fintech qui donne des produits, des services, plus des solutions problématiques. Donc on peut avoir des produits, hardware, software, on peut avoir des services de toutes les catégories, et puis on imagine des solutions aux problématiques qui sont exprimées quotidiennement par les deux bouts à bridger ou à joindre. Les solutions pour les problématiques peuvent améliorer des produits et des services existants, elles peuvent se substituer à des produits et services existants, mais comme elles peuvent également proposer des services innovants, créer un nouveau besoin. Parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est sortie, ou parce qu'il y a de nouvelles lois qui sont promulguées, ou parce qu'il y a de nouvelles évolutions à l'international qui ne sont pas encore arrivées chez nous. Donc vous voyez, donc, tout start-upper ou tout serial entrepreneur, il cherche souvent à un petit peu se positionner dans cette logique. Bon, les fintech sont des organisations agiles, à deux ailes. Il y a la monnaie. Souvenez-vous, on a parlé de la monnaie comme étant le jus fondamental du monde de la finance. Et puis on a les technologies, on a la data, on a la communication personnalisée. Chose que les banques classiques ou les systèmes financiers, les assurances classiques, le trésor de façon classique et tout, ne proposent pas. Donc vous pouvez voir que la fintech de nature, elle est agile. La fintech manipule des objets sensibles et précieux, pouvant constituer des facteurs systémiques de développement, de modernisation rapide, comme elles peuvent être également à l'origine de risques et de dangers systémiques pour la sécurité nationale et la stabilité du pays. Monsieur Zerouali, il faudra conclure parce qu'il ne vous reste plus de temps. Normalement, c'est la dernière page. Donc,
Par ailleurs, nous pouvons observer toutes ces spécificités et leurs relations avec les impératifs d'une bonne gouvernance, d'une administration efficace et efficiente, ainsi d'une régulation forte de la part de l'État et de l'État et de ses démembrements. On a les fintech reçoivent et gèrent des flux financiers et informationnels publics, c'est-à-dire qui rentrent dans le cadre de la protection de la vie privée aussi. Donc, à la fois, c'est des informations collectives, sensibles, et qui peuvent être utilisées contre nous. Mais de l'autre côté, ce sont l'outil principal qui est utilisé par les fintech pour pouvoir proposer des solutions aux consommateurs. La fintech impacte des mécanismes monétaires et financiers en économie. Donc, des fintech qui touchent à la monnaie et à la finance peuvent améliorer grandement les mécanismes de gouvernance, de pilotage et de gestion des agrégats macroéconomiques d'un pays. Les fintech améliorent la fluidité des financements de l'économie. Les fintech collectent des informations et des données sensibles et précieuses des citoyens qui touchent à leur vie privée. Les fintech sont concernés par le dispositif LAB-FT, qui est le dispositif de lutte anti-blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. Et du coup, donc, elles doivent faire très attention à cette loi. Les fintech sont appelés à s'internationaliser pour réussir. Donc, une fintech, elle utilise un réseau dématérialisé. Donc, elle cible une population dans le cloud, c'est-à-dire c'est souvent international. La fintech endosse des risques systémiques endogènes et exogènes. La fintech pourrait être une source de problèmes graves. Et nous l'avons vu il y a récemment avec le scandale de FTX. Donc, c'est une fintech qui est spécialisée dans les bitcoins. Elle a pris une dimension systémique et du coup, elle a créé un problème systémique au niveau des marchés. Donc, je termine. Je dis que il faut savoir que dans le monde, il y a des changements systémiques qui s'opèrent. Il y a le changement de la forme de la monnaie. Il y a le changement de la forme de la mobilité. Il y a l'émergence de l'intelligence artificielle. Il y a une nouvelle tendance à l'open source. C'est-à-dire, les gens, ils ont observé Google. Google est l'acteur dominant du marché présentement. Et du coup, tout le monde essaie de faire comme lui et de proposer des solutions open source. Y compris dans le monde des finances, on a ce qu'on appelle l'open finance. Après, si on focus un peu plus, on a l'open banking. Donc, c'est tout le monde qui se dirige vers l'open source. Et puis, on a aussi l'émergence de la technologie holographique qui peut un petit peu ouvrir des perspectives immenses pour les gens qui veulent développer des fintech qui proposent des expériences, des expériences de réalité augmentée et qui s'approchent de la réalité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zerouali. Je vais vous inviter à me rejoindre pour la table ronde qui va suivre justement la communication